Clotilde Le Guil, identité, voilà aujourd'hui une notion, disons, qui supporte quantité de recouvrements, de polysémies, d'interprétations différentes. Vous aviez publié il y a quelques années un ouvrage qui s'appelle « Je, une traversée des identités ». Et je commencerai par une remarque toute simple. Il se trouve qu'en lisant Freud, le mot identité, il n'y a pas d'entrée de ce mot, mais par contre, oui, il existe un livre, il y en a peut-être d'autres, mais enfin le plus connu, celui que j'avais remarqué, c'est celui d'Erik Erikson, le psychanalyste, qui s'appelle « Adolescence et crise, la quête de l'identité ». C'était paru en 68 chez Flammarion. Mais c'est vrai qu'au départ, que ce soit chez Freud et même chez Lacan, comme on va le voir peut-être, le mot identité, Identität auf Deutsch en allemand, n'a pas d'entrée particulière. Oui, en effet, le concept d'identité n'est pas un concept de la psychanalyse. Pour autant, justement, j'ai trouvé intéressant de voir comment est-ce que, à partir de l'expérience d'une analyse et à partir d'une connaissance de Freud et de Lacan, on pouvait en dire quelque chose. Chez Freud, le concept que l'on rencontre, c'est celui d'identification, qui se distingue en ceci de l'identité, qu'il fait référence à un choix subjectif, même si c'est un choix inconscient, qui peut conduire à s'identifier à un autre, à se reconnaître dans un autre et finalement à emprunter finalement un trait qui vient de l'autre pour se définir soi-même. Et donc Freud montre que les symptômes dont on peut souffrir ont quelquefois à voir aussi avec nos identifications inconscientes, c'est-à-dire toutes ces croyances que nous pouvons avoir sur notre être, sur ce que nous devons être aussi, et sur la façon dont nous pensons devoir nous conformer à certains idéaux, à certaines normes pour être. Donc, si vous voulez, dans le terme d'identification, il y a un peu toute cette dimension qui est un peu l'histoire du sujet en psychanalyse. Une identification qui a à voir avec l'amour, puisqu'on s'identifie aussi aux êtres qui nous ont parlé et qu'on a aimés. Et une identification qui a à voir aussi avec les normes qu'on peut avoir intériorisées. Et donc, moi, je me suis interrogée sur cette prévalence actuelle, enfin, de la référence à l'identité, qui... Cette inflation, même. Cette inflation, voilà, de la référence à l'identité qui nous vient notamment des identity politics des États-Unis, donc cette référence politique finalement à l'identité des minorités. Et j'ai trouvé intéressant finalement d'essayer de poser une distinction entre l'identité pensée à partir d'une communauté, donc cette identité du nous, qui permet de se définir depuis une appartenance religieuse, depuis une identité de genre, depuis une appartenance communautaire, de penser la différence entre cette identité du nous et l'expérience du jeu, dont je ne pourrais pas dire qu'il nous conduise à une identité. Voilà, en fait, c'est ça qui m'a intéressée, c'est que l'identité qu'on appelle subjective en philosophie, finalement, elle n'a rien à voir avec cette définition identitaire qui prévaut aujourd'hui et qui permet de se définir depuis une certaine appartenance et depuis une ressemblance avec d'autres, une ressemblance qui peut être liée à une histoire, qui peut être liée à des choix d'objets sexuels, qui peut être liée à certaines croyances. Voilà. Est-ce que l'on peut dire que, pour vous, vous seriez plutôt à la recherche d'un « je » sans identité ? Ce que j'ai voulu interroger,
en fait, c'est la façon dont notre époque tendait à faire, en quelque sorte, disparaître un peu le jeu, hein, en nous proposant d'autres voies pour avoir un rapport à nous-mêmes. Donc d'un côté le nous, avec cette dimension d'identité collective, éventuellement qui a une fonction politique importante aujourd'hui dans la société pour faire reconnaître certains droits. Et puis d'un autre côté, il y a le nous, et puis d'un autre côté, on a toutes ces avancées de la science qui exerce aussi une forme d'emprise sur le rapport à soi-même, c'est-à-dire qui nous invite à avoir un rapport très quantifié à notre existence, hein, c'est le self-quantified, et donc je me suis dit finalement entre ce nous et ce il de la science, ce rapport quantifié à son existence, quelle place pour le jeu? Est-ce qu'il faut laisser disparaître le jeu? Après tout, pourquoi vouloir à tout prix défendre l'énonciation subjective, le rapport à soi-même depuis un jeu? Ou est-ce que le jeu peut apporter... ou est-ce qu'on perdrait quelque chose en perdant le jeu? Voilà, c'est la question que je me suis posée en fait dans ce livre. Et en fait, j'ai voulu montrer que il fallait peut-être pas aborder le jeu juste comme un rapport à soi, mais comprendre aussi que le jeu avait aussi une incidence politique et était peut-être une condition de la démocratie. Alors, est-ce que vous pouvez vous appuyer sur un exemple qui me paraît très, très parlant? C'est celui du film de Thomas Vinterberg, La communauté, pour nous faire comprendre justement à la fois, disons, le point aveugle qui peut parfois exister dans certaines utopies communautaires, et en même temps, ce que vous venez de dire, à savoir tout ce qu'il peut y avoir d'inassimilable, disons, dans le commun, par le commun, et dans le rapport au commun. Et c'est un peu, hélas, l'histoire et le destin du personnage d'Anna dans ce film, et qui n'est pas sans rapport avec la vie de l'auteur, puisque les parents de Vinterberg l'avaient élevé un peu dans cet esprit communautaire. Mais la communauté, je pense, elle illustre très très bien votre propos. Oui, c'est vrai que c'est un film, je trouve, qui permet vraiment de penser à la fois l'apport de la communauté et d'une certaine façon, l'identité communautaire, et en même temps aussi les insuffisances, voire les impasses. C'est-à-dire que c'est un film qui montre qu'il y a quelque chose que la communauté peut traiter, mais il y a aussi quelque chose de l'existence que la communauté ne peut pas traiter. C'est-à-dire que personne d'autre ne peut traiter à la place du sujet et en son nom. Et évidemment, ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce film, qui est d'ailleurs moins connu que Festen et que Drunk, c'est un film que peu de gens ont vu, en tout cas en France, mais je trouve qu'il faut le voir justement parce que c'est une vraie réflexion. Très connu en Allemagne. Bon, c'est une vraie réflexion, je trouve, sur l'utopie communautaire et les effets de la communauté. Ce qui m'a intéressé dans le personnage d'Anna, c'est que c'est un personnage, donc c'est une femme d'une quarantaine d'années, qui est une présentatrice télévision célèbre. Ça se passe au Danemark, hein, si je me souviens bien. Absolument. Voilà. Elle s'emmerde dans son couple. Voilà, et elle arrive à un moment dans son couple où, bon, ils ont un enfant, ils n'ont pas vraiment de vie de famille, elle s'ennuie, et il se trouve que son mari hérite d'une grande maison de famille. Ils se disent, bah, bien évidemment, on va la vendre, et tout d'un coup, elle se dit, mais non, pourquoi la vendre? Pas vivre là-bas. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce qu'on faisait quand on avait 20 ans, et pourquoi est-ce qu'on ne vit pas enfin le rêve de nos 20 ans, c'est-à-dire vivre en communauté. Voilà. Et donc, moi, j'ai trouvé ce film très drôle parce que, à la fois, c'est très joyeux parce que du coup, ils recontactent tous leurs vieux copains. Alors, certains sont célibataires. Enfin, la plupart sont célibataires d'ailleurs, à part ce couple. Et ils décident de faire cette expérience de la communauté avec évidemment cette utopie derrière que ça va être la fête tous les soirs et que ça va être génial et que tout le monde va partager les tâches et que... ça va être la fête tous les soirs tellement... Bon, là, ça passe vraiment par l'image parce que, par exemple, les scènes où ils sont en train de manger, enfin, de discuter tous ensemble, etc., et que lui essaye de capter son regard alors qu'elle est happée par les paroles des uns et des autres, etc., puis bon, finalement, il n'arrive plus du tout à capter son regard, ni quoi que ce soit, et elle s'éloigne, et lui s'éloigne en même temps. Mais c'est l'image
images qui le montrent. C'est ça, c'est très beau justement sur cette dialectique entre le je et le nous. Parce qu'en fait, il y a le je de Anna qu'on va découvrir, le je vraiment de cette femme qui va vivre une cassure en fait dans sa vie depuis cette utopie dans laquelle elle a cru de la communauté. Il y a le nous du couple, le nous de l'amour, et puis il y a le nous de la communauté. Et en fait, elle est prise dans une espèce de tourbillon en fait et d'ivresse de cette communauté qui vient en effet la faire sentir plus vivante à un moment de sa vie où pourtant elle est une femme qui travaille, qui s'épanouit dans son travail, mais elle veut plus, voilà, elle veut jouir plus, bon, et elle trouve ce plus de vie dans la communauté et en fait il y a quelque chose du couple en fait qui se dissout dans cette communauté, ils ne font plus couple et son partenaire à elle, ça devient la communauté. Et pourquoi pas, hein, mais sauf que ce qui se produit, c'est qu'en fait, lui, il est en manque d'une attention singulière, et comme vous le rappeliez très bien, on le voit très joliment dans cette scène de fête où il lui parle, mais Anna, mais tu m'écoutes, Anna, puis elle sait plus où donner de la tête entre le verre de vin, les vieux copains, les fous rires, les blagues, et en fait, elle l'écoute plus, elle le regarde plus, elle l'écoute plus, il n'existe plus. Et en fait, il va se passer ce qu'elle n'avait pas prévu. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire une rencontre et que lui, il est prof dans une fac d'architecture et puis il y a une étudiante qui va l'entreprendre et qui va trouver tout à fait charmante et dont il va tomber fou amoureux. Et donc, il fait cette rencontre et c'est très intéressant de voir comment Thomas Vinterberg traite là, justement, la question de que peut la communauté. Donc, il fait cette rencontre amoureuse, donc il y a un nouveau nous qui s'invente pour lui à ce moment-là avec cette étudiante. Et finalement, Anna, elle traverse une grande crise, hein, parce que tout à coup, elle s'aperçoit qu'elle n'avait pas prévu ça. Elle pensait qu'elle allait avoir tout le monde autour d'elle dans la communauté, c'est-à-dire qu'elle voulait tout, en fait. Bon. Et puis, en fait, elle n'aura pas tout, parce qu'elle aura la communauté, mais elle n'aura plus l'homme, en fait, qu'elle aimait. Et là, je trouve qu'il y a un tournant dans le film. Quand elle rencontre cette jeune fille, elle dit, je vais la rencontrer. Et puis elle lui dit, mais viens vivre avec nous, on va vivre tous ensemble, ça va être super, viens avec nous. Et elle vient. Et là, on voit, alors là, ça tourne au cauchemar absolu, c'est-à-dire la communauté qui était le paradis bascule dans l'enfer. Et elle se retrouve à vivre une situation absolument insoutenable où sous ses yeux, elle voit l'homme qui était avant son partenaire amoureux de cette jeune femme. Elle les entend avoir des relations sexuelles alors qu'il n'a plus de relations sexuelles avec elle. Et tout d'un coup, on voit que là, l'utopie communautaire, elle peut pas répondre à la question de ce que c'est qu'une rencontre amoureuse et une relation singulière avec un seul. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la singularité qui disparaît et elle-même, finalement, est confrontée à une impasse, je dirais à la fois dans sa féminité, hein, et dans son désir, c'est-à-dire qu'en fait, elle comprend plus ce qu'elle a voulu. Hein. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle est tellement malheureuse, elle pleure tout le temps, elle fait tellement de scènes, que la communauté va se réunir, comme la communauté fait habituellement, puis va voter, parce qu'ils votent tous ensemble, parce que c'est la démocratie participative. Et qu'est-ce que la communauté va voter? Eh bien, elle va voter l'exclusion d'Anna. Voilà. Et donc, voilà comment le film montre l'impasse. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend de l'identité et plutôt, alors là, des identifications? C'est-à-dire qu'Anna, moi, je trouve que elle fait les mauvaises identifications. Je trouve que c'est un film qui nous apprend quelque chose sur le nous et le je. C'est-à-dire que je mettrais l'identité là du côté de l'identité communautaire et du fait que cette identité communautaire, elle représente à un moment un idéal pour ce couple, pour traiter quelque chose de leur rapport au désir. Et finalement, ce qui se dévoile, c'est que derrière, en fait, cette effervescence et ce moment, en fait, de jouissance et d'ivresse, eh bien, il y a quand même un point aveugle, qui est le point aveugle, effectivement, de la vérité de ce qui arrive à ce couple. C'est qu'en effet, il leur arrive quelque chose qu'ils ne veulent pas voir, c'est-à-dire quelque chose qui fait que peut-être ils devraient se parler, par exemple, tout simplement. Et plutôt que de se parler, finalement, ils fuient dans ce nous. Et je trouve que ce que ce film nous apprend, c'est d'abord qu'il y a quelque chose du jeu qui ne peut pas être pris en charge par le nous, il y a quelque chose qui doit être pris en charge de façon intime et qui ne peut pas être partagé, tout ne peut pas être partagé. Et je trouve que c'est un film qui nous apprend aussi quelque chose sur la féminité et sur la question de l'exclusion. Parce que pour moi, c'est pas un hasard si
elle se retrouve exclue à la fin. Voilà. Il y a quelque chose qui fait que sa jouissance à elle, qu'elle n'a pas voulu voir, finalement la conduit à faire l'expérience de l'exclusion. Et là, je trouve que c'est un film qui est très fort de ce point de vue-là. Alors néanmoins, il y a des psychanalystes qui emploient parfois le mot identité pour désigner ce qu'en psychanalyse on appelle un symptôme. Jacques-Alain Miller dit « l'identité la plus assurée de quelqu'un, c'est son symptôme ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point ? Oui. Alors d'abord, moi, je suis allée chercher chez Lacan. Je me suis dit, mais est-ce que Lacan emploie quand même à certains endroits le terme d'identité ? Bon, et ça m'a intéressée parce que j'ai vu qu'il l'employait d'abord au tout début de son enseignement quand il parle du stade du miroir et du rapport à l'image du corps, c'est-à-dire lorsqu'il parle du narcissisme. Bon. Et il parle là de l'identité imaginaire en disant qu'elle est une forme d'armure. C'est ce rapport à l'image de soi, c'est une forme d'armure et d'identité. Donc déjà, je trouve intéressant l'idée que l'identité puisse être une armure, puisse permettre de se défendre contre l'autre au lieu de s'ouvrir à l'autre. Bon, déjà. Ensuite, il ça c'est bien comme image, l'armure. Ouais. Et parce que vous faites la comparaison entre lâcher les amarres de la parole, cette nécessité, enfin disons, dans l'analyse, de parler, et lâcher les amarres de l'identité. C'est ça. Voilà. On n'est pas tellement dans ça aujourd'hui, lâcher les amarres de l'identité. Bah oui, c'est pour ça que je trouvais intéressant cette idée que parfois on a besoin d'une armure finalement. Mais j'ai trouvé intéressant cette idée de Lacan très précoce que l'identité, ça permet de se défendre. Bon, ça c'est une première chose. Ensuite, il y a l'identité dans un rapport aussi à ce qui est symbolique, c'est-à-dire que Lacan, au début de son élaboration, il montre aussi que ce qui constitue notre identité, c'est une forme de... On pourrait dire que ce sont des motifs de notre histoire. Il fait de l'histoire une forme de tissu. Ce sont des motifs de notre histoire qui se répètent et qui viennent symboliquement en fait nous constituer. C'est-à-dire que là, on est dans un autre abord de l'identité qui n'est plus une identité imaginaire, armure, image, mais c'est l'idée que, en fait, c'est plutôt l'identification. C'est l'idée que c'est le rapport plutôt à des discours, à des phrases qui viennent nous définir. Et cette définition de Jacques-Alain Miller à laquelle vous faisiez référence dans votre question, là, elle concerne encore un autre point qui serait peut-être aussi ce qu'on découvre à la fin d'une analyse, c'est que finalement, on peut se défaire de ses identifications à l'autre, c'est-à-dire avoir cru, par exemple, qu'on était comme son père, comme sa mère, comme ses frères, comme ses sœurs. Bon, finalement, on se défait de tout ça, on s'aperçoit qu'en fait, on peut définir son désir autrement et que son désir est vraiment singulier. Mais ce qui nous est propre, c'est quand même la façon dont on a en quelque sorte été marqué par certains traumatismes qui ont fait ensuite qu'on a souffert de certains symptômes. Et ça, si Jacques-Alain Miller définit ça comme une identité, c'est pour dire que finalement, ce qui nous serait le plus propre, c'est plutôt, ce sont pas tellement nos réussites, c'est plutôt la façon en fait dont nous avons été marqués et traumatisés par certaines expériences qui font aussi de nous des êtres profondément singuliers. Donc, ici, le symptôme, c'est ce qui définit la singularité de chacun. Ben finalement, effectivement, le symptôme dans une analyse, pour être concret, le symptôme dans une analyse, comment est-ce qu'on l'aborde finalement ? On l'aborde d'abord comme une énigme, parce qu'on ne comprend pas, on ne peut pas dire « mon symptôme c'est ça », on ne rentre pas en analyse en disant « mon symptôme c'est ça », on ne sait pas, mais ce qu'on sait c'est qu'on souffre. Et donc, l'idée de la psychanalyse, c'est que dans le symptôme, c'est aussi l'idée de Lacan, c'est qu'il y a une forme de vérité subjective, et que justement, il ne faut pas délaisser sa souffrance. Il ne faut pas essayer, par la méthode Coué, de la balayer et se dire « non, je vais passer outre ». Non, il faut voir. Ça ne suffit pas de faire du jogging. Ça ne suffit pas. Voilà, ça peut être bien aussi. Ça peut être bien, mais ça ne suffit pas. Voilà, ça ne suffit pas. Il y a quelque chose, en tout cas, dans une souffrance, quand elle est insistante et qu'elle se présente de façon subjective,
il y a là quelque chose qui a une valeur peut-être de vérité inconsciente qu'il s'agit d'aller déchiffrer. Et en fait, de déchiffrer cette vérité, ça ne nous donne pas accès à une identité, ça nous donne plutôt accès à un jeu, c'est-à-dire à un désir qui est singulier mais qui était jusque-là étouffé. Et donc, dans l'idée du symptôme qui constituerait une forme d'identité, je vois plutôt, comme je disais tout à l'heure, quelque chose qui a à voir avec la fin de l'analyse où on découvre qu'il y a dans les traumatismes finalement une marque qui reste difficilement déchiffrable, qui n'est pas d'ordre de la vérité, qui est assez indicible, mais qui fait aussi notre style, notre sensibilité à l'autre, et dont on peut faire autre chose que d'en souffrir grâce à la psychanalyse, c'est-à-dire qu'on peut essayer de la mettre au service d'autre chose. Alors, néanmoins, quelqu'une peut vous aider à découvrir vos symptômes ou vos souffrances. Quand vous prenez l'exemple de Pas de printemps pour Marnie, 1964, Alfred Hitchcock, ce qui est frappant au travers du personnage de Mark, qui est joué par Sean Connery, c'est qu'il s'intéresse à ce que Marnie, comme vous le dites très justement, ne comprend pas d'elle-même. C'est-à-dire qu'on a donc doublement, l'idée que le sujet ne peut pas coïncider à la représentation qu'il se fait de lui-même, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, quelqu'un ou quelqu'une peut vous aider aussi à comprendre ce que vous-même, vous ne comprenez pas. Il y a donc une dialectique, disons, entre les deux, ce que vous disiez de l'analyse d'une part et de la rencontre d'autre part. Je crois que c'est important, ça aussi. Parce que là, si Marnie, elle ne rencontre pas Marc, qui est quand même un type plutôt sympathique, hein, c'est-à-dire devant l'expérience de la détresse, du désarroi, enfin d'un personnage pour le moins compliqué, au sens noble du terme, et bien, il essaye de faire surgir quelque chose de sa femme. Ce que j'aime beaucoup dans ce personnage de Marnie, c'est que si vous vous souvenez bien, c'est justement une femme qui ne cesse de changer d'identité. Eh oui. Donc elle ne cesse en fait de se dérober à l'autre en ne dévoilant jamais son identité véritable et après avoir commis des vols, elle disparaît, elle change d'identité et elle trouve dans de nouvelles villes un nouvel emploi. Et donc déjà, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez du premier plan du film d'Hitchcock, mais on voit Tippi Hedren de dos, avec son petit tailleur sur les quais de la gare, avec son petit sac dont on ne sait pas encore qu'il est plein de lingots. Et on la voit de dos s'avancer comme ça sur le quai de la gare. Et en fait, il nous montre, Hitchcock, d'emblée, que c'est un personnage dont on ne voit pas le visage et qui, en quelque sorte, tourne le dos à l'autre. Elle nous tourne le dos et finalement, ces changements d'identité, là, qui sont des identités au sens propre, puisqu'elle change ses papiers d'identité, ces changements d'identité permanents sont une façon d'échapper à l'autre. Et donc, il y a là une énigme, c'est pourquoi est-ce que Marnie ne cesse de changer d'identité et de fuir? Et pourquoi est-ce qu'elle est frappée de ce symptôme de kleptomanie? Et pourquoi est-ce qu'elle est frappée de ce symptôme de phobie? Et donc, Marnie, toute seule, est condamnée à la répétition. Là, il y a une forme de malédiction dans sa vie. Et en effet, c'est ce qui est joli, c'est joli parce que ça croise la rencontre amoureuse et la rencontre avec un psychanalyste, c'est que elle va rencontrer un homme, Mark, qui est joué par Sean Connery, qui tombe amoureux d'elle, mais surtout qui s'intéresse à cette identité cachée, en quelque sorte, à cette identité perdue. C'est un homme qui s'intéresse à Marnie par-delà, justement, son symptôme de kleptomanie. Il ne cherche pas seulement à la prendre sur le fait, une fois qu'il a compris qu'elle était kleptomane, mais il cherche à trouver la cause,
à savoir pourquoi elle est condamnée à une telle répétition. Et finalement, c'est grâce à la rencontre avec Marc que Marnie va pouvoir finalement découvrir quelque chose de la propre énigme qu'elle est pour elle-même. C'est-à-dire qu'elle, son symptôme, elle ne peut rien en dire, mais c'est parce que lui s'y intéresse, lui pose des questions, et parce que lui veut savoir, parce qu'encore faut-il rencontrer quelqu'un qui veut savoir, lui veut savoir qu'elle va pouvoir découvrir quelque chose de son jeu, là qui n'est plus une identité, mais qui est quelque chose de son histoire. Vous voyez, vous dites qu'il n'est plus une identité. Voilà, c'est plus une identité parce que là, elle ne peut pas changer d'identité. Eh si oui. vous voulez, c'est plus une identité sociale en fait. Voilà. Hein, c'est son jeu, c'est-à-dire c'est son histoire intime en tant qu'elle comporte des chapitres censurés, hein, et qui est marquée par un trauma inaugural qui est aussi qui reste en fait à l'état d'un premier mensonge, puisque on découvre dans le film qu'en fait il y a eu un mensonge de la mère de Marnie sur ce qui s'est produit lors de la scène fatale qui a fait trauma pour la petite fille. Et donc, ce que je voulais dire, ce qui est très beau dans ce film, je trouve, c'est que Hitchcock nous donne accès à cette articulation entre le jeu et le traumatisme. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va définir un sujet du point de vue de la psychanalyse, en effet, ce n'est pas une identité sociale, bien qu'il puisse être marqué par une certaine appartenance sociale, mais c'est la façon dont sont intimement, hein, ce sujet, il a été marqué en fait par des événements qu'il n'a pas compris et qui ont eu des effets traumatiques dans le corps. Oui, mais en même temps, son mari n'aurait pas découvert cela s'il n'y avait pas eu à l'écran, si je puis dire, la phobie du rouge, puisque c'est de là que ça vient. Il comprend qu'il y a cette phobie du rouge et il essaye de comprendre pourquoi. C'est ça, c'est-à-dire après que c'est le meurtre, etc. Voilà, etc. parce qu'il comprend en fait que cette phobie du rouge, elle n'est pas juste à constater en fait comme un trouble. Il comprend que c'est un symptôme, et qu'est-ce que c'est un symptôme ? C'est un phénomène qui a une cause, mais une cause autre. Bien sûr. Et donc en fait, il s'intéresse à cette cause, et c'est d'aller à la recherche de cette cause inconsciente, de cette cause perdue, puisque Marnie a oublié, hein, c'est d'aller à la recherche de cette cause qu'il va pouvoir aussi rencontrer vraiment cette femme. Et c'est ça qui est beau, en fait, parce que finalement, c'est une vraie histoire d'amour qui nous montre que rencontrer un autre, finalement, c'est aussi ne pas avoir peur des symptômes de l'autre. C'est la définition du cinéma, comme disait Robert Bresson, tout ce chemin pour arriver jusqu'à toi. C'est beau. Ben oui, c'est-à-dire qu'il faut le chemin du film aussi. Et le chemin du film fait partie, évidemment, du cheminement. Clotilde Le Guil, nous allons reprendre votre traversée, mais cette fois-ci par palier et en un sens pour ouvrir en quelque sorte la discussion. Vous avez distingué l'identité armure, vous allez nous redire précisément ce qu'elle est, de l'identité symbolique et peut-être alors un troisième point, plus compliqué à comprendre, mais qui me paraît essentiel et qui sera comme une ouverture, la perte dans l'identité de ce qu'on appelle l'objet petit a, mais là, il faudra des explications. Est-ce que vous pouvez reprendre ces 3 points ? Oui, je vais essayer de reprendre les choses, mais simplement en me référant aussi à l'expérience. Voilà, c'est que, en fait, donc on peut décliner ce rapport à l'identité, si on le fait depuis la psychanalyse et l'inconscient, à partir éventuellement de ces catégories d'imaginaire, de symbolique et de réel qui ont été proposées par Lacan pour relire Freud. Bon. L'identité imaginaire, pour en dire quelque chose à partir d'aujourd'hui, hein, on peut dire que c'est tout ce qui relève du moi et du narcissisme. Bon, le narcissisme a été considéré par Freud à partir du mythe d'Ovide comme un moment constitutif du sujet. Bon. Et le narcissisme, qu'est-ce que c'est ? Le narcissisme, c'est cette jouissance à être aimé
pour son corps et à aimer l'image de son corps. Voilà. C'est comme ça que Freud définit le narcissisme. Et Lacan va reprendre les choses en montrant que finalement le narcissisme, c'est ce qui correspond à ce qu'il appelle le stade du miroir chez l'enfant, c'est-à-dire ce qui naît au moment du stade du miroir, qui a lieu entre 6 et 18 mois, c'est-à-dire au moment où le petit découvre pour la première fois que ce qu'il voit dans le miroir, c'est son corps. En tout cas, c'est l'image de son corps. Et il dit là, c'est un vrai franchissement, en fait, pour l'enfant, parce que jusque-là, il était porté par l'autre, il était touché par l'autre, mais il n'avait pas une conscience de cette image de son corps. Et Lacan dit que cette première aperception, elle produit un sourire chez l'enfant, elle produit une jubilation, parce qu'il reconnaît son corps comme un. Mais ce moment du narcissisme, qui est fondateur pour Lacan, est aussi un moment en fait qui ensuite est dépassé, bien qu'il subsiste, mais pour être en quelque sorte dépassé par la possibilité de parler et de dire « je ». Et justement, Lacan dit, quand le petit, à partir de 2 ans, commence à pouvoir parler et à dire « je », d'abord il parle de lui à la 3e personne, ensuite il dit « je », et bien finalement il est moins fasciné par son image dans le miroir. Bon, et bien dans cette petite séquence, en fait, on a, si vous voulez, aussi tout ce qui va permettre, je trouve, de déchiffrer ce qu'il en est aujourd'hui aussi de la différence entre le moi et le je, le narcissisme et l'accès véritable à une subjectivité singulière. Et donc, ce que j'ai voulu montrer, c'est que je fais juste une petite incursion au sujet de notre époque, c'est que je me suis demandé si aujourd'hui, entre le discours du nous, donc de l'identité communautaire, et le discours de la science, plutôt qui invite à une quantification de soi, je me suis demandé si la seule voie qui restait pour avoir un rapport finalement à soi ou pour se faire reconnaître de l'autre en tant qu'être singulier n'était pas le narcissisme sous une forme bien particulière à notre époque et qui a permis la révolution numérique, qui est le narcissisme de masse, auquel donne lieu finalement aujourd'hui le monde virtuel et la possibilité finalement de virtualiser sa vie, de la partager en la virtualisant. Et donc j'ai trouvé que la distinction de Lacan inaugurale entre le moi et le je, elle était très intéressante pour comprendre quelque chose aussi d'un malaise dans notre époque, c'est-à-dire pour saisir en quel sens cet investissement total de son être dans le narcissisme et dans le narcissisme de masse pouvait aussi produire beaucoup d'angoisse, finalement, parce qu'on en attend un accès au jeu, mais en fait qui ne vient pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose du narcissisme qui fait obstacle à la possibilité d'une dimension subjective véritable. Voilà. Et donc, ce que j'ai voulu montrer, donc ça c'est, disons, pour opposer l'imaginaire, la perspective donc de l'identité imaginaire au jeu, reposant sur un rapport à la parole, un rapport à une adresse à l'autre finalement pour essayer de savoir qui on est. Et le dernier élément, où j'en viens à votre question, qui est intéressant, c'est ce que Lacan appelle l'élément, en fait, aussi là où il introduit l'élément pulsionnel. Donc il y a l'image, il y a le langage, et puis il y a la pulsion, il y a ce qui touche vraiment au corps. Et en fait, il y a un moment dans l'élaboration de Lacan où il propose de penser l'expérience de l'analyse en s'appuyant, enfin de la penser comme un pari. Quel pari ? Il dit finalement, c'est un pari qui porte sur le jeu, justement sur le fait de savoir s'il existe autre chose que la jouissance, l'impératif de jouissance, et éventuellement d'ailleurs aussi le narcissisme, et s'il peut exister du jeu. Et en fait, il s'appuie sur le pari de Pascal, et si vous vous souvenez, le pari de Pascal, c'est un pari où Pascal propose finalement aux libertins un renoncement au plaisir pour gagner une autre vie, si Dieu existe.
Et Lacan, il reprend ce pari de façon inattendue en 69 dans un contexte où les références sont plutôt marxistes, donc tout d'un coup il introduit une référence janséniste. Dans ce contexte-là, justement, pour s'interroger sur la jouissance sans entrave et sur cette aspiration à jouir toujours plus qu'il diagnostique finalement dans le contexte des années 70. Et il dit finalement la psychanalyse, c'est là où il y a cet objet petit a que vous évoquez, la psychanalyse, elle n'est pas seulement une expérience de vérité, comme il a pu la penser au départ, c'est aussi une expérience qui conduit à se séparer de certaines exigences de jouissance, pour faire advenir le jeu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la jouissance qui peut aussi écraser le jeu. Et donc, est-ce que ce n'est pas un renoncement aussi à ce... Quand il emploie l'expression « le plus de jouir », c'est pour y renoncer? Oui, il emploie cette expression donc de plus de jouir qu'il construit à partir de la plus-value de Marx de façon très intéressante. Et en fait, c'est une expression compliquée, mais ce qu'il veut montrer, c'est que, en fait, dans le rapport à la jouissance, c'est-à-dire à l'exigence pulsionnelle pour Lacan, dans le rapport à la jouissance, si vous voulez, il n'y a pas de juste mesure, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de limite. Il y a un moment où on veut toujours jouir plus. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de Thomas Vinterberg tout à l'heure, on pourrait parler du dernier film de Thomas Vinterberg, Drunk, qu'il a très bien montré dans le rapport à l'alcool. Bon, il y a quelque chose... Mais ça, c'est l'addiction. Enfin, oui, c'est la jouissance mais aussi. voilà, ça nous permet d'apercevoir la façon dont nous avons toujours un rapport déréglé à la jouissance et que la jouissance ne peut pas être la seule boussole, en fait, dans l'existence. On ne peut pas dire juste « recherchons le plaisir » et nous allons être heureux. En fait, ce que Lacan montre, c'est qu'il y a une forme d'escroquerie, en fait, dans cette croyance dans la jouissance sans entrave, et qu'il faut apercevoir aussi l'envers de la jouissance, qui est aussi la pulsion de mort, c'est-à-dire le fait que la jouissance, elle veut toujours plus de jouissance, et puis qu'il y a un moment où le sujet devient un objet. Il est joui par la jouissance. Bon. Et donc, pour revenir au pari, en fait, ce que Lacan emprunte à Pascal, c'est l'idée qu'il y a un risque à prendre, en fait, dans l'expérience de la psychanalyse, qui est le risque, justement, de renoncer à une part de jouissance, de dire, là, effectivement, il y a une façon de jouir qui finit par me détruire, une façon de rechercher le plaisir ou le bonheur qui me conduit finalement à souffrir sans que je comprenne pourquoi. Et donc, il y a quelque chose, effectivement, à mettre en jeu, consentir à renoncer en tout cas à une part de jouissance, sans savoir ce qu'on va gagner. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va gagner. Voilà. Donc, il dit il y a un pari à faire. Il dit c'est un peu comme le pari de Pascal, on ne sait pas. Sauf que pour Lacan, ce qu'on va gagner, ce n'est pas une vie dans l'au-delà. Ce qu'on va gagner, c'est le jeu. C'est le fait de pouvoir nouer son existence à son jeu. Et donc, ce que dit Lacan, c'est qu'en fait, il y a un pari à faire sur la perte, un pari à faire sur le fait que de consentir à perdre quelque chose, et justement, c'est perdre, en fait, ce rapport à l'objet petit a qui désigne pour Lacan l'objet qui nous fait jouir, en quelque sorte, qui peut prendre différentes formes selon chacun, et bien consentir à perdre quelque chose, consentir à finalement mettre un frein à cette exigence de plus de jouir, à ce virus du plus de jouir, eh bien, peut-être que ça nous conduira à une autre vie. Donc, si je lis « une traversée des identités », la traversée aboutit à sans savoir ce que je vais obtenir, sans savoir ce que je vais gagner. C'est-à-dire, si je dis « Cher Clotilde Le Guil, je vais faire la fête samedi soir », il ne faut surtout pas que je me représente l'idée que la fête sera réussie,
car je n'en sais rien. En ça. gros, je simplifie. C'est ça, sauf que, en tout cas, l'expérience de la psychanalyse, elle se distingue un peu de la fête, parce qu'effectivement, elle peut prendre des formes réjouissantes, hein, mais elle implique quand même d'avoir le courage de se confronter à sa souffrance et à son traumatisme, et parfois ça implique vraiment de s'arracher quelque chose, hein, à soi-même. Mais ça permet après de faire la fête de façon plus joyeuse.